Moi, je suis Céline Tcherkassky, je travaille à l'association ICI. C'est mieux? Ok. Alors, donc oui, Céline, je travaille à l'association ICI, je suis cofondatrice de cette association. Je suis chargée de recherche et développement au sein de cette association. Je suis aussi associée de la société coopérative LAO, Ludique Architecture et Objets. Ces deux structures, du coup, travaillent sur l'île Saint-Denis. Et l'association ICI travaille uniquement sur l'île Saint-Denis. Pour faire un peu écho à ce que disait Stéphane, en effet, on se pose la question de l'accueil. Je pense que le filtre sous lequel on peut regarder tout ce que je vais vous expliquer, ça va être celui de comment ces 3 P, et notamment le privé arrive, des étrangers arrivent, et comment ils travaillent avec une population locale, comment ces échanges se font. Pour vous donner un peu l'histoire de l'arrivée de l'association, mais plutôt l'histoire récente de l'île Saint-Denis. Il y a un quartier du coup qui est au sud, donc à l'autre bout de cette grande banane qu'est l'île Saint-Denis, au milieu de la Seine, qui entre en rénovation urbaine. Donc c'est 2013, dans le grand programme de rénovation urbaine. Ce quartier-là, c'est 93% de logements sociaux à ce moment-là, et un foncier, enfin des bâtiments qui sont gérés par le bailleur qui dépend de Saint-Ouen, la commune d'à côté, donc où l'île Saint-Denis a une marge de décision sur ce qui peut se faire qui est limitée. Donc comment des habitants qui sont sur l'île Saint-Denis peuvent se réapproprier leur territoire, leur logement, ou peuvent avoir une implication en dépendant d'un bailleur qui est de la commune d'à côté. Nous, on arrive un peu dans ce contexte-là. Avant ça, nous, on était étudiants du coup en 2012. On se pose beaucoup de questions sur, donc étudiants en architecture, on se pose beaucoup de questions sur notre métier, la manière de le faire. On décide de prendre l'île Saint-Denis comme territoire d'expérimentation, de faire un diplôme utile, et donc de se mettre à se retrousser les manches et aller sur le terrain. À l'époque, voilà, c'est des idées d'étudiants, donc on a des connaissances par nos différentes expériences de ce qu'est la collectivité, de ce que sont, voilà, qu'est-ce qu'est un quartier populaire, etc. Mais du coup, il va falloir qu'on le confronte au réel. Ce diplôme se passe plutôt bien et c'est pour vous expliquer un peu la posture aussi de cette commune. C'est pas pour rien qu'on l'a choisi aussi au départ, qui décide de nous faire confiance et du coup de nous remettre un peu les clés du défrichage de terrain, je dirais, de la rénovation urbaine. Donc on n'est pas encore dans le dispositif de concertation à ce moment-là, mais on vient d'avoir notre diplôme, on monte une association et on nous dit voilà, ce que vous avez fait, c'est plutôt intéressant, ça ouvre des pistes, on vous fait confiance et on vous demande de défricher un peu, de voir comment se placent les habitants par rapport à ce qui peut leur arriver, par rapport à ce gros programme. Allez-y. Voilà. Donc on écrit un peu ça ensemble. Et nous, on est libre de toute proposition. C'est-à-dire que ça n'a aucune forme au départ. Voilà, c'est à nous de proposer. Donc nous, on propose une permanence en rez-de-chaussée d'une tour. Et puis on crée différents petits dispositifs. Et là, encore une fois, comme Stéphane, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tout ça. Pareil, la présentation, j'ai essayé de vous la faire par rapport aux questions qu'on se pose certainement tous en commun. Donc il y aura sûrement des choses qui ne seront pas claires ou expliquées, donc n'hésitez pas après, on peut revenir dessus. À partir de ça, du coup, on crée différents dispositifs et puis on est confronté à la question de la mobilisation habitante, qui est un mot que moi j'aime peu. Il faut savoir que la mobilisation, l'origine de la mobilisation, c'est quelque chose de très militaire, où quand on arrive à un point de menace, on mobilise toutes les ressources d'un pays pour pouvoir faire face à cette menace. La mobilisation, du coup, existe ou peut exister souvent quand il y a menace. Dans ce quartier-là, certes, c'est un quartier où les gens vivent dans une précarité certaine, mais on ne sent pas une menace évidente face à laquelle faire front. Donc la mobilisation, elle devient très compliquée, elle est très éparse, et voilà, il faut trouver qu'est-ce qui va faire projet commun. En parallèle de ça, pareil, on va essayer d'avoir un processus du coup plus démocratique, mais c'est les mêmes questions que se pose cette commune, l'île Saint-Denis, c'est comment on fait de la démocratie participative ou comment on fait de la démocratie tout court, puisque c'est intégrer du coup des avis de gens qui se manifestent, mais comment on fait quand ils ne se manifestent pas. Donc on se pose toutes ces questions-là, on crée plein de choses et on en vient petit à petit à structurer des groupes d'intérêt
qui ont des intérêts convergents, et avec lesquels on va faire des projets concrets avant même que la rénovation urbaine arrive. L'un de ces projets, et c'est celui que je vais vous présenter, c'est un lieu qui s'appelle le Pavillon en chantier, qui est du coup dans ce quartier-là. Au départ, c'est un groupe qui a des intérêts du coup convergents, qui identifie qu'il n'y a pas de lieu où se réunir et qu'il n'y a pas non plus de présence de la collectivité, qu'il n'y a pas d'infrastructure publique, excepté l'école. Donc on est absolument dans un quartier où, à cette époque-là, il n'y avait pas de commerce de proximité. Voilà, on est vraiment sur l'école comme cœur de quartier, rien d'autre. Donc une école qui est fermée le reste de la journée, dans laquelle on ne peut pas entrer. Donc ça veut dire que les moments où on se retrouve entre habitants, où on peut se croiser, c'est la sortie de l'école uniquement et l'entrée. Donc ça reste assez limité en termes de biens communs et de convivialité et de pouvoir créer des projets à partir de ça. Donc on ouvre ce lieu. Le pavillon en chantier, il s'appelle En chantier parce qu'on prend la posture, qui est très compliquée à tenir dans le temps, on le verra, et c'est l'une des questions d'être sur un processus expérimental où on va aller en marchant. Désolée pour cette expression, et donc on va ouvrir un lieu qui n'est pas rénové. C'est un ancien pavillon qui appartient à la mairie, qui est en jachère, si on veut, puisqu'il attend cette rénovation urbaine, et qu'en attendant, il est abandonné, donc qui aussi nuit ou crée une image assez difficile à vivre pour le quartier quand on commence à avoir des bâtiments abandonnés comme ça qui s'accumulent. Et donc on arrive sur un lieu où tout est muré, on a tout à inventer, tout est à rénover, et on décide de le faire petit à petit, c'est-à-dire qu'on va vivre dans le chantier, avec les habitants, avec les associations qui veulent bien venir. Donc au début, ils sont peu nombreux, et puis petit à petit, on va réussir à rendre ce lieu justement accueillant. C'est important parce que nous, on appelle ça du coup de la programmation active. Ça veut dire que ces gens qui ne se manifestaient pas, qui ne se sont pas manifestés quand on arrive en réunion publique et qu'on dit voilà, on va inventer un lieu, ça va s'appeler le pavillon en chantier, qui a quelles idées? Là, on a, je sais pas, dans ce quartier-là, 1%, mais même pas de la population qui va venir et qui va exprimer ce dont ils ont envie. Parce que c'est très difficile de l'exprimer, parce que c'est quoi ce truc ovni un peu qu'on nous présente? Et donc, c'est là la nécessité de cette programmation active, c'est qu'on va laisser les choses se faire par l'action, et du coup, on va avoir des gens qui vont venir parce qu'ils ont des besoins fondamentaux, et nous, on va être derrière pour juste faire en sorte que, comme dans une bonne colocation, les choses ne se superposent pas trop, qu'il y ait toujours à manger dans le frigo, que le ménage soit fait, et qu'on ait les lieux qu'il nous faut. Petit à petit, du coup, pour vous donner quelques exemples concrets, on a des jeunes, avec des guillemets, qui ont 35 ans dans le quartier, qui squattent un bout d'un espace public qui est une aire de jeu pour enfants, enfin qui est un skatepark, donc qui crée des nuisances, mais qui ont un projet quand même de se réunir, qui ont la légitimité de vouloir se réunir, qui sont sur des activités type chicha, réunion, poker, et du coup on les emmène petit à petit. Ils sont intéressés pour avoir un espace dans ce lieu parce qu'en effet ils ont conscience qu'ils gênent dans cet espace-là et ils préfèrent être quelque part plutôt que d'être en pied d'immeuble. Et donc on va les aider petit à petit, aussi avec d'autres partenaires de la collectivité bien sûr, parce que nous on est juste architectes, donc on va travailler avec la démocratie locale et comment on les emmène petit à petit vers quelque chose de plus structuré. Donc ça devient ensuite un snack, et aujourd'hui c'est un restaurant qui crée 3 emplois et qui ouvre chaque soir. Pareil, on a un groupe de mamans qui veulent proposer quelque chose pour leurs enfants après l'école, mais qui soit assez libre, pas forcément pour des enfants qui ne sont pas forcément inscrits dans une association ou qui suivent quelque chose, un sport en particulier ou une activité en particulier, et surtout pour les autres jours de la semaine où cette activité n'est pas là. Et donc elle commence par se réunir à créer une petite ludothèque, on récupère quelques jeux. Et pour vous dire aussi que c'est un lieu qui n'a pas vocation à ce que les choses restent et s'ancrent pour toujours, elle crée ce groupe-là, il a lieu là, et il se trouve que on a réussi petit à petit à faire que le bailleur ouvre une salle de quartier pour qu'elle puisse tous les soirs se réunir dans cette salle de quartier. Et aujourd'hui, du coup, c'est une ludothèque, c'est des activités manuelles et c'est des sorties scolaires, des sorties extrascolaires pour les enfants qu'elles ont montées. Et elles ont créé leur association, alors qu'au début, c'était 3 mamans qui se bougeaient un peu, quoi. Et puis quoi d'autre? L'atelier bois, donc un atelier qui permet de bricoler, réparer, mais qui fait aussi des formations des cours du soir, donc qui permet aussi de
casser un peu la chaîne du déchet et du déchet de meubles, qui permet aussi de créer une autre économie au sein des ménages. On arrive aussi à faire de l'auto-réhabilitation de logements comme ça. Donc on court-circuite un peu le bailleur qui se tient un peu calme pendant la phase où la rénovation urbaine n'est pas en chantier, n'est pas commencée. Et du coup, les gens se retrouvent souvent avec des choses à réparer et pas grand monde qui répond. Et la caravane hammam aussi, qui est une caravane, un hammam dans une caravane, du coup, qui a été aussi construite par un groupe de femmes du quartier qui se réunissent en disant, bah voilà, le restaurant, c'est plutôt quelque chose de masculin, enfin, c'est tenu par ces hommes de 35 ans. Nous, on a le même âge, on est ces mères de famille et on veut aussi avoir notre temps à nous, on a besoin d'un espace bien-être. On pense souvent on dédie notre vie à nos enfants, à courir entre notre boulot, nos enfants, et en fait, on a besoin de ça, de pouvoir se réunir, et du coup, on crée avec elles ce dispositif un petit peu innovant. Voilà. Tous ces exemples, je pense que, quand vous les écoutez, vous vous dites, oui, mais qu'est-ce que ça a de durable ? Quand on le regarde comme ça a rien d'écologique, et pourtant, ça a tout d'écologique. Donc, nous, on est là pour mettre un petit peu ce cadre-là aussi, veiller à ce que tout se fasse avec ce qui nous paraît être une forme de transition. Tout ce qui est, par exemple, rénové est fait avec des matériaux qui sont le plus local possible. Tout l'atelier bois qui a été reconstruit a été fait en partie avec des murs en pisé, pour ceux qui connaissent, qui est de la terre crue, qui est faite par l'excavement de la terre sur le lieu même, qui a été réutilisé dans les murs. Donc on est sur 3 mètres de distance en termes d'approvisionnement, et des fenêtres qui viennent de l'école d'à côté. Donc là, on est à 20 mètres, 100 mètres d'approvisionnement, qui était du coup en rénovation. On a récupéré toutes les fenêtres et tout a été construit à partir de ça. Donc ça, c'est un peu ce qu'on injecte. Et puis petit à petit, du coup, on va vers ces besoins qui devaient répondre à des besoins fondamentaux, ces activités. On va petit à petit vers des activités qui vont intégrer des notions d'écologie. On va se mettre du coup avec un groupe qui a confiance les uns envers les autres, qui savent de quoi on parle, qui connaissent ce lieu repère. On va faire des balades dans le quartier, on va aller reconnaître les plantes, on va les utiliser, on va replanter, on va créer un compost à l'intérieur du lieu. Du coup, on va savoir un petit peu ce que c'est que le compost, et puis on va pas se dire, oh là là, c'est quoi ce truc sale qui attire les rats. Donc voilà, mais ça se fait petit à petit, d'abord en prenant les urgences des gens, et puis on gravit des échelons. Et autre chose aussi, ce tout durable, c'est que, pareil, toujours les mots, mais transitoire, transition, c'est des mots qui peuvent nous parler. Et pourtant, l'urbanisme transitoire, par exemple, aujourd'hui, qui peut-être est quelque chose qui parle à tout le monde, définit un lieu qui va émerger et qui va permettre de faire vivre un bâtiment ou un espace public entre 2 transformations. Donc on est sur quelque chose qui ne dure pas, donc tout sauf durable. On est sur quelque chose d'éphémère qui va ensuite disparaître. Alors bien sûr, on va créer des programmes, des choses qui vont être réinjectées possiblement dans le futur. Mais quand on parle de transition, c'est qu'on est sur quelque chose qui est le passage d'un état à un autre. Et souvent, on sait déjà quel va être cet autre état. Nous, toute la posture, c'est de dire on ne sait pas quel est cet autre état. Et du coup, ce moment de transition, il faut qu'il serve réellement de transition, mais sans connaître ce vers quoi on va. Ce qui est très dur à vivre aussi. Du coup, c'est aussi ce que je disais, puisqu'on est dans l'incertitude totale. Et du coup, on est plus à l'aise. Nous, on fait partie d'un réseau. On a défini un terme qui s'appelle les lieux infinis, qui était du coup exposé à la Biennale d'architecture de Venise cette année. Donc le pavillon en chantier y était. Et qui nous paraît... Alors peut-être parce que de toute façon, on crée un nouveau mot et que ça ouvre des nouvelles possibilités jusqu'à ce qu'il soit à nouveau connoté. Mais pour vous donner un peu la définition, c'est un lieu qui est appropriable, qui montre ce qui n'est pas fait pour être habité, que ce qui n'est pas fait pour être habité est plus habitable que ce qui est fait pour l'être. C'est le travail ordinaire de la vie, tous les jours, qui rend les lieux habitables, donc infinis. C'est un peu notre posture, c'est-à-dire que ça va être durable. Si on y met de l'ordinaire, si on y met de la vie, on est sûr que ce lieu va continuer, va perdurer. Et donc on fait que ce bâtiment qui pouvait être démoli, en fait, dure peut-être de manière infinie, se réinvente en permanence. Je ne sais pas comment on est sur le temps, mais... Ah ouais, alors je vais faire vite. Ça nous questionne beaucoup sur les métiers, les différents métiers. Donc ça fait écho à ce que Stéphane montrait sur les 3 nouveaux métiers qui existent au sein d'Allage maintenant. Nous, ça nous met dans une posture différente sur notre métier d'architecte, bien sûr, qui est du coup un métier qui nous demande aujourd'hui de partager notre expertise, de faire œuvre de pédagogie. Donc on apprend un petit peu tout ça, qui du coup intègre ces 2 P, population, pédagogie,
qui intègre aussi de manière différente les différents métiers. Mais ça nous questionne aussi sur quel est notre rôle quand, pas uniquement en tant qu'habitant, c'est-à-dire solliciter les habitants, c'est chouette, mais dans ce quartier-là, du coup, nous, on est là 24 heures sur 24, donc comment des professionnels qui sont dans ce quartier s'inscrivent dans la dynamique de ce quartier-là. Donc comment moi, en tant qu'architecte, qui ai des projets ailleurs, je m'inscris dans la dynamique de mon quartier aussi, et c'est mon rôle, et je participe à ça. Voilà, ça nous apprend aussi à convier de nouvelles structures. On travaille avec une régie de quartier qui emploie du coup des salariés en insertion, même si tu n'aimes pas ce terme. Et du coup, c'est quelque chose, voilà, les agences d'architecture n'ont pas l'habitude de travailler avec ces structures-là. Et du coup, on invente des nouvelles manières de travailler et qui sont riches pour tout le monde. Et puis toujours pareil, travailler avec cette incertitude. Voilà. Et ça nous met aussi dans différentes postures. Donc, bien sûr, quand on a ce métier-là et on vit au sein de ce lieu, on va adopter différents rôles parce que la vie de ce lieu le demande. Donc, de temps en temps, je vais devoir être animatrice d'un atelier, barman les soirs d'événements, assistante sociale parfois, factrice parce que je vais devoir aller distribuer moi-même les flyers dans toutes les boîtes aux lettres. Voilà, on a une diversité de métiers, de rôles qu'on doit endosser. Qui, je pense, n'est pas quelque chose de négatif. Et on le fait, et en fait, les habitants le font eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un habitant, il a aussi son métier, et quand on lui demande de venir, ou qui vient naturellement dans cet espace, bah, il endosse en fait différents rôles. Et c'est ce qui nous paraît être le plus intéressant dans ces démarches-là. C'est que du coup, tout le monde sort de son personnage, de son étiquette, et se met du coup à devenir juste une personne qui a différents hobbies, différentes appétences avec différentes compétences. Et ça marche aussi et ça marche énormément dans ce lieu-là, pour des techniciens de la collectivité qui du coup deviennent eux-mêmes, se retrouvent dans cette caravane hammam à faire un hammam avec d'autres gens, donc ont juste besoin d'un peu de bien-être ou de manger, et du coup viennent manger à la cuisine au restaurant. Et pareil pour les élus, ça les met aussi dans d'autres postures. Voilà, sortir de ces personnages, ça nous permet aussi de construire d'autres choses, et ces habitants, du coup, même entre eux, arrêtent de se voir comme déjà ces personnages, cette voisine en face que je vois uniquement parce que c'est elle qui jette mal ses déchets, voilà, et que c'est uniquement par ce biais, par ce filtre-là que je la vois. Donc c'est un peu se mettre à avoir plein de nouveaux visages. Ça demande aussi du coup un parti pris qui est un peu l'inverse du parti pris traditionnel, on va dire, de l'éducation spécialisée, pour ceux qui connaissent un peu ce métier, où cette formation demande au départ à ne pas mêler sa vie privée avec les interlocuteurs qu'on va avoir, donc ne pas y mettre de soi, de sa personnalité, et toujours de rester dans ce cadre professionnel. C'est aujourd'hui une profession qui évolue beaucoup, mais nous, on ne peut pas faire ce métier-là, être là, sans du coup y mettre du sien, de sa personnalité, et de mêler la vie privée et la vie publique ou sa vie professionnelle, parce qu'on demande la même chose en fait aux gens qui viennent dans ce lieu-là, aux habitants. Donc c'est leur vie privée. Donc on se retrouve à devoir le faire. Ce qui est riche d'un côté et nous amène plein de joie au quotidien, mais de l'autre côté peut créer de la fatigue, des questionnements, voilà, sentir qu'on est trop envahi par son métier. Et du coup, ce pourquoi on y arrive, c'est qu'on a une structure derrière qui est l'association, qui a un conseil d'administration, qui du coup permet de partager nos questionnements, partager nos angoisses. Mais ça pose la question de ces habitants isolés qui viennent et qui vivent la même chose. Quelle structure ils ont derrière eux pour revenir chez eux, et voilà. Une des questions. Et cette autre posture, elle est aussi un peu difficile à faire cohabiter avec le turnover qui peut exister dans les institutions publiques, notamment dans les collectivités qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ne proposent pas des fiches de poste avec des salaires faramineux. Du coup, on va se faire les pieds, et puis ça va être des techniciens qui vont peut-être partir après, une fois qu'ils se seront fait leur expérience. Et c'est pourtant ces lieux-là, des lieux qui fonctionnent, ou ces vies de quartier-là, par des personnes qui sont identifiées, qui ont mis 1 an à être identifiées, et les gens ont confiance les uns envers les autres, et c'est comme ça qu'on arrive à construire ces projets-là. Et du coup, et ça, il n'y a rien à faire. C'est la personnalité, c'est de connaître le prénom de la personne et de la connaître. Autre question. Voilà, je vais passer un peu...
Je vous fais ça vite. Des différents dispositifs, pour donner une idée, au tout départ, on utilisait une charrette à thé, donc, qui était une sorte de brouette un peu... voilà, qu'on avait fabriqué pour aller distribuer du thé en pied d'immeuble et pouvoir discuter. Donc ça, c'était le tout début. Ensuite, de manière un peu plus élaborée, on a construit beaucoup de jeux autour du quartier. Donc on se réunit, on fait des soirées jeux, comme il peut y en avoir, du coup, avec la ludothèque aussi, qui a été montée par les 3 mamans, on fait des jeux, mais qui ont été créés par nous et spécialement pour le quartier. Donc on a un jeu qui est l'invasion masculine sur l'espace public, par exemple, et on joue à ça. On a Il était en rue une fois, où on raconte les différents rôles de l'ANRU dans un jeu de cette famille, mais avec des acteurs personnages qui sont des gens, des vrais gens et des vrais assos du quartier. Voilà, des différents. Donc on a 5-6 jeux maintenant qui nous permettent un peu au quotidien de comprendre le quartier. On essaie de créer des dispositifs pour que ils attirent les gens, entre guillemets, j'aime pas trop ça, mais qu'ils soient sexy, c'est-à-dire que ça surprenne et que du coup, d'un coup, on vient, alors que d'habitude, ça avait toujours le même nom, et du coup, on venait plus. La caravane hammam, clairement, en fait partie. C'est que d'un coup, tout le monde se pose la question de qu'est-ce que c'est que ce truc, et du coup, on a énormément de gens qui viennent, et on arrive après à raccrocher sur d'autres activités, etc., mais on crée de la surprise un peu. La fête, hyper importante, on a une fête qu'on a établie avec les habitants chaque année maintenant en hiver, qui s'appelle la Fête des Lumières. Donc ça nous permet de faire plein de choses. Le chantier qui est très important parce que ça fédère des énergies et que on vient en montrant, on n'est pas obligé de parler et on montre ce qu'on sait faire. Alors chantier, ça va de la couture pour refaire les rideaux de la salle du salon à construire le mur de l'atelier. Donc c'est vraiment des niveaux très différents. Mais on s'implique parce qu'on sait faire ou qu'on sait pas faire, mais on va faire quelque chose et on n'est pas obligé de concerter, de passer par la parole. Et le point d'interrogation des dispositifs qui reste la communication, et je pense qu'on y est tous confrontés, où nous on a essayé plein de choses et on n'a pas de solution. Enfin, on a essayé un fanzine qu'on distribuait dans les boîtes aux lettres qui était très accessible. On ne sait pas si ça fonctionne ou pas. On essaye les affiches, une newsletter qui est quelque chose de plus institutionnel. On ne sait pas si ça fonctionne ou pas. Voilà. Est-ce qu'il faut passer par le mail? Voilà. Le bouche à bouche et le SMS étant ce qui fonctionne. Ouais, pardon. Le bouche à oreille. Excusez-moi. Ouais. Non, c'était un lapsus. Tout est dévoilé. Ouais. Tout est dévoilé sur le Sarny. On sait comment tout fonctionne. Voilà, ça. Et je vous mets quelques questions sur le partenariat public-privé, population, pédagogie, que ça pose, et du cadre juridique et institutionnel. Le fait qu'on jongle entre les différents échelons, c'est ce qui nous aide. Quand l'agglo a plus le temps, on va voir la région interpelle l'agglo. Quand la commune a plus le temps ou a pas de moyens, on va voir l'agglo. Ils ont plus de ressources humaines, en tout cas. Enfin voilà, on joue un peu avec ça aussi. C'est une commune qui a fait le parti de prendre des risques. Ça aurait jamais pu exister si on n'est pas sur cette posture-là. Cette prise de risque, qu'est-ce qu'elle comprend? C'est de l'autoconstruction, ce lieu. L'autoconstruction n'est pas très peu normalisée en France. Donc, on a des vides juridiques. Ça veut dire qu'il faut se serrer les coudes s'il y a un pépin. Ça veut dire qu'on est dans une relation privée-publique où on crée une association de personnes morales et de personnes physiques qui vont décider ensemble et où la collectivité est une de ces personnes morales comme toutes les autres. Ça veut dire qu'il faut accepter cette posture-là aussi, donc d'avoir la même voix que l'autre association ou qu'un habitant du quartier. Ça veut dire aussi qu'on a construit des choses sans permis de construire, donc notamment l'atelier bois qui a été une des grosses rénovations, et qu'on dépose la demande ERP, donc équipement recevant du public, uniquement maintenant. On a fait une inauguration en été, cet été, alors que le lieu existe depuis 2 ans et est ouvert depuis 2 ans. Ça veut dire, je vais reprendre votre expression favorite, un putain de facteur humain. Donc c'est ce dont je parlais le PFH. Ces gens qui sont là et qu'une fois qu'ils sont pas là, tout est aligné quand toutes les bonnes personnes sont là, et une fois qu'il nous manque un maillon, ça devient très compliqué. D'où l'importance de l'écriture des fiches de poste dans les collectivités qui peuvent être écrites avec les habitants, qui peuvent être écrites avec les associations parce qu'on a un autre regard, et l'importance aussi du cahier des charges, notamment dans la rénovation urbaine. Pourquoi les cahiers des charges sont écrits en interne avec les techniciens et ne sont pas partagés avec les habitants, puisque c'est le point de départ. Si on a un mauvais cahier des charges, on aura forcément un mauvais bureau d'études, on aura forcément un mauvais urbaniste. Voilà.
Et on ne pourra rien faire après. On pourra essayer dans l'action, mais tout dépend du cahier des charges. Et la fameuse question du cadre économique, où là en particulier, on a créé quelque chose qui a réussi à survivre avec des bouts de ficelle et aussi parce qu'on a été chercher des subventions, parce qu'on était là pour pouvoir le faire, ce qui du coup aurait été impossible si ça avait été des habitants qui n'étaient pas sous une association. On l'a toujours fait aussi sous couvert de l'innovation ou de dispositifs qui sont à la mode, entre guillemets, ou qui sont en vogue en ce moment, par raison, comme l'urbanisme transitoire, qui ouvre des grandes portes. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait quand un équipement comme ça se stabilise et n'est plus innovant tous les jours? Et du coup, comment il fait pour vivre au quotidien et quel est son modèle économique? Et voilà. Merci à tous les deux.